Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur le mercato. On va parler de 10 coups qui me semblent très intéressants, que j'avais envie de parler un peu avec vous. C'est une liste non exhaustive, hein. Il y a bien des coups qui sont meilleurs. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des transferts, vous, qui vous plaisent, dans lesquels vous avez envie de parler. Il n'y a aucun problème, on en discute ensemble. C'est fait pour ça, l'espace commentaire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. C'est très important pour le référencement. Merci pour les dernières vidéos, il y a pas mal de likes, hein. Merci à vous. Donc n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, ça prend 2 secondes et ça apporte énormément à la chaîne, donc merci pour ceux qui apporteront cette contribution. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par ce premier transfert et parler de Mudryk à Chelsea. Mudryk qui est arrivé vers le milieu du mercato, hein, pour une centaine de millions d'euros, bonus inclus. Qui avait montré vraiment de très très belles choses du côté du Shakhtar, mais sur un laps de temps qui était quand même relativement court. Mais Mudryk, voilà, c'est vraiment un ailier qui est très virevoltant, qui a une grosse rapidité, une grosse vitesse, qui est capable, voilà, d'éliminer ses adversaires, capable de marquer des buts. Après, est-ce qu'il est déjà prêt pour Chelsea? Bon, c'est difficile de le dire, mais voilà, c'est un contrat qui est sur le long terme, donc c'est sûrement une bonne option. Après, au niveau du prix du transfert, je vais pas forcément commenter tous les prix du transfert, parce que voilà, je trouve que ça rime à rien de se dire, oh mon dieu, c'est cher. Avec la première ligue, on commence à le savoir. Et voilà, c'est un ailier qui va vraiment être très intéressant à suivre. Il a déjà fait quelques matchs là où ça a été pas trop mal. J'ai vu que c'était déjà l'ailier le joueur le plus rapide de la première ligue. Donc à voir, hein, sur le long terme. Après, il arrive dans un contexte à Chelsea où c'est assez compliqué. Je pense que cette demi-saison va être plutôt compliquée du côté de Chelsea. Donc on va voir comment ça va se passer du côté de Londres. Car il y a eu pas mal de recrues, hein, et c'est vrai que là on est sur un projet qui commence seulement à émerger. Il y a eu énormément d'investissements, même, enfin vraiment énormément. Après c'est que sur des jeunes prospects, donc qui sont normalement potentiellement en train d'évoluer. Donc on va voir comment ça va prendre, mais je pense que les résultats de ce mercato démentiel de la part de Chelsea, on les verra pas forcément aujourd'hui. Et on va parler d'un deuxième nom du côté de Chelsea, c'est Enzo Fernandez qui a signé dans la nuit, dans les dernières heures du mercato hier, qui lui est arrivé pour apparemment 130 millions d'euros si j'ai bien vu, ou 120 millions, mais en tout cas c'est une grosse somme. Alors je sais pas comment ça s'est passé au niveau du paiement, parce que je sais qu'il voulait échelonner le transfert. Rui Costa, le directeur sportif de Benfica, ne voulait pas. Visiblement le transfert a quand même eu lieu. Donc là j'ai pas l'information, est-ce que le paiement a bien été échelonné ou pas. Je sais que c'était une volonté de Chelsea, parce que je pense qu'ils ne pouvaient plus forcément dépenser énormément par rapport au fair play financier. Oui, parce que précision, hein, ils ont fait énormément de transferts, mais c'est beaucoup de paiements sur plusieurs années, ce qui permet un peu de contourner le fair play financier. Ce qui est dangereux d'ailleurs, hein, parce que si le club forcément ne va pas forcément bien, même s'il y a énormément d'argent qui rentre avec les droits télé en première ligue, hein, vous avez qu'à voir voilà comment on recrute certains clubs de bas de classement, dirons-nous. Mais Enzo Fernandez, voilà, c'est un joueur qui a un peu explosé cette année, hein, qui arrive à Benfica cet été, donc il part seulement au bout de 6 mois après une Coupe du Monde qui a été vraiment très bonne, où il était pas censé être forcément titulaire, mais avec la blessure et la méforme de certains cadres, il s'est retrouvé à être titulaire. Il a fait une super Coupe du Monde, et Benfica aussi, hein, on l'a vu avec contre le PSG notamment, où il a été excellent. Donc voilà, c'est une très bonne recrue. Après, encore une fois, hein, je vais pas commenter le prix du transfert qui me semble assez énorme, mais bon, je crois qu'il va falloir s'habituer, hein. C'est les standards de PL désormais, et surtout que il avait vu qu'il avait signé il y a 6 mois, son contrat était énorme, et c'était le prix de sa clause libératoire, donc forcément c'est le prix à payer. En tout cas, Benfica, ça vend bien, hein, ça vend très bien, et j'ai hâte de voir ce que va donner Enzo Fernandez. Il arrive dans un championnat qui est un peu plus physique, qui est complètement opposé, hein, un peu à ce qui est fait au Portugal notamment. Donc on va voir comment il va s'acclimater dans la capitale londonienne. Je pense que c'est une bonne recrue, parce que pour le coup, dans ce cœur du jeu côté Chelsea, pardon, c'est vrai qu'il y a quelques trous. Kovacic, il est pas forcément en énorme forme. On a Jorginho qui vient de partir à Arsenal, on en reparlera juste après. Il y a N'Golo Kanté qui malheureusement enchaîne les blessures. On a l'impression qu'on l'a complètement oublié, alors que c'était un joueur complètement fou. Donc ça va être une recrue qui va être très importante, pour le coup, peut-être un peu plus importante encore que Mudryk, même si Mudryk, c'est pareil, va apporter, parce que il y avait pas mal de joueurs, hein, qui ont été un peu loupés. Donc on va voir comment ça va se passer sous Graham Potter. En tout cas, c'est une recrue qui me semble relativement intéressante, et j'ai hâte de voir ce que va donner Enzo Fernandez à Chelsea. Même si, encore une fois, je pense que dans cette partie de saison, il faut pas s'attendre à des miracles. On va vraiment pouvoir juger Chelsea à partir de au moins la saison prochaine, je pense. Je les vois pas faire des gros transferts au mercato estival, je peux me tromper. Il y a déjà Nkunku d'ailleurs qui va arriver, donc ce sera intéressant à voir. Donc pour Chelsea, on clôture le sujet, on va passer au troisième transfert. Alors ce transfert, j'avoue que je m'y attendais absolument pas, mais Joao Cancelo qui rejoint le Bayern en prêt avec une option d'achat à 70 millions d'euros.
C'est un des gros coups de ce mercato, je m'y attendais vraiment pas et c'est une super nouvelle pour le Bayern qui manquait vraiment d'un bon latéral droit. Enfin, il y a Noussair Mazraoui qui est un très bon latéral droit, malheureusement il a eu le Covid et ça se complique pour lui. Apparemment il y a des soucis, des soucis assez graves par rapport au Covid. On lui souhaite un très très bon rétablissement bien entendu. Donc je sais pas dans quelle forme et quand il va revenir. On a un Benjamin Pavard qui voilà contractuellement et d'un point de vue communication est complètement désastreux et le Bayern en a marre et donc il va partir, il voudrait aller au Barça. Bon courage au Barça s'il va au Barça. Je vois pas trop l'intérêt. Et le petit Stanisic qui est vraiment assez jeune et qui pour l'instant n'a pas forcément le temps de jouer escompté. Il a pas fait un si mauvais match contre Francfort d'ailleurs. Moi je suis pas trop je suis pas trop méchant sur Stanisic, je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Bon, je sais que certains fans du Bayern ne l'aiment pas, mais moi je trouve qu'il est pas si mauvais. En tout cas, voilà, Cancelo, c'est vraiment un très très gros coup, à voir si l'option d'achat va être levée ou pas, mais je pense qu'un joueur comme Cancelo, quand on l'a, on va lever l'option d'achat. 70 millions d'euros, c'est vrai que c'est relativement élevé. Le Bayern a plutôt les moyens, et je pense que c'est vraiment un des joueurs très très importants à recruter. Mais on s'y attendait pas, même si c'est vrai qu'il y avait il y a des frictions avec Pep Guardiola, Pep Guardiola qui a dit lors du dernier match quand ils ont battu Arsenal quand Nathan Ake a marqué, qui joue du coup défenseur gauche à la place de Cancelo. Et Guardiola avait dit en conférence de presse, en après-match, que tout le monde était content pour Nathan Ake sauf un, donc on avait compris. Des grosses frictions autour de lui. Cancelo qui a pas forcément l'air d'être le joueur le plus simple à gérer. Là c'est qu'un ressenti, il y a aucune information, mais je sais que par exemple en sélection j'ai été plutôt surpris de le voir remplaçant, donc est-ce que c'est un joueur qui est difficile à gérer, je ne sais pas. En tout cas c'est un excellent joueur, ça c'est une certitude, c'est une très très bonne chose de le voir arriver en Bavière, j'ai hâte de le voir. C'est une mauvaise nouvelle pour Paris même, honnêtement, mais ouais, franchement Cancelo à la Bayern c'est vraiment un gros coup pour les Bavarois. On va retourner en Angleterre, il y a pas mal de transferts dans lesquels je vais parler qui viennent d'Angleterre, mais je trouve que c'est des transferts moi qui me plaisent beaucoup. Et on a Leandro Trossard qui est arrivé pour 31 millions du côté d'Arsenal et pour moi c'est une très très bonne pioche. On en avait parlé il y a quelques semaines dans une vidéo sur Arsenal, qu'on avait Martinelli et Saka sur les ailes, qu'on avait potentiellement Smith Rowe et Nelson sur les côtés qui sont plutôt fragiles, enfin même Smith Rowe peut plutôt jouer dans le cœur de jeu. Et c'est vrai qu'il manquait peut-être un peu d'un ailier un peu percutant et d'un ailier capable de suppléer parfaitement, surtout Martinelli parce que Saka me semble très au-dessus. Mais Trossard qui est recruté pour 31 millions avec une très grosse connaissance de la première ligue, donc normalement le pari n'est pas forcément très risqué. Il a déjà fait des entrées et plutôt des bons matchs notamment. Donc c'est un recrutement qui est très intéressant. Moi j'ai hâte de voir, même si c'est vrai que l'histoire s'est pas forcément terminée de la meilleure des façons du côté de Brighton, donc ça peut interroger sur son comportement. Mais moi c'est un joueur que j'aime plutôt bien, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer du côté d'Arsenal. Et je pense que de toute façon, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur Arsenal, on peut plutôt faire confiance au board et à Arteta, car en général les recrues dernièrement sont plutôt bonnes du côté d'Arsenal et s'acclimatent parfaitement. Et c'est une transition qui va m'amener sur ce deuxième joueur. Jorginho qui se retrouve donc également à Arsenal. Le deal a été fait lors du dernier jour du mercato, donc hier. Et je sais que ça avait fait pas mal de bruit dans les fans d'Arsenal. Je suis pas mal de fans d'Arsenal sur Twitter et c'est un joueur qui n'est pas forcément aimé de tous parce que il a un peu un comportement par moment sur le terrain qui est pas forcément pas forcément glorieux, dirons-nous, et pour rester poli, pour pas se faire démonétiser. Mais Jorginho, moi c'est un joueur que j'adore. Franchement, que j'adorais, c'est vrai que sa première partie de saison à Chelsea est désastreuse. C'est surtout on a l'impression qu'il a plus de jus, il tient plus 90 minutes, ce qui est quand même dommageable parce que c'était un peu sa force. Par contre, c'est un joueur qui a une intelligence assez hors norme, je trouve. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, moi je pense qu'il peut apporter à cette équipe d'Arsenal, sachant qu'encore une fois c'est un choix d'Arteta d'après ce que j'ai cru comprendre. Il est là pour 18 mois, donc le deal est plutôt bon. Pour 12 millions d'euros, je trouve que le prix du transfert, même si c'est un joueur qui est relativement âgé, c'est pas forcément très très élevé. Et c'est pas un joueur qui peut apporter quelque chose de différent par rapport aux profils qui sont en place du côté d'Arsenal. Donc à voir comment ça va se passer pour Jorginho, mais ça me semble être plutôt une belle affaire.
On va désormais aller en France et on va parler de l'Olympique de Marseille. Alors j'aurais très bien pu parler de buteur qui est arrivé en provenance de Braga, pardon, qui est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Je vous avoue ne pas connaître le joueur, très honnêtement. J'ai pas vu de match de Braga depuis un petit moment. Autant Benfica, j'ai pu voir quelques matchs parce que j'étais très intéressé notamment par Enzo Fernandez ou d'autres joueurs, mais c'est vrai que Braga, j'ai rien vu, donc je peux pas vous en parler. Je vous invite à suivre la vidéo de Christophe de CM Football. Je vous mettrai le lien en description où il fait une présentation. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous si vous êtes intéressé. Je ne vais pas parler de Malinowski non plus, mais j'avais envie de vous parler de la révélation pour moi de ce mondial qui est Azdin Ounahi, qui quitte Angers, qui rejoint l'Olympique de Marseille, et je suis très content de le voir, de le voir arriver dans un club comme l'Olympique de Marseille. Enfin très content. Je suis pas supporter marseillais, mais en fait, très content de le voir de rester en Ligue 1 dans un club qui joue des choses plutôt élevées. Parce que j'avais entendu, on avait entendu des offres, notamment du côté de Leicester de 45 millions d'euros. Bon, j'avais dit à des potes, d'ailleurs, s'ils regardent la vidéo, salut à vous, que il partirait jamais pour 45 millions d'euros. Angers a besoin d'argent, et puis même l'euphorie et le soufflet retombé, dirons-nous, du côté d'Angleterre. Je pense que dans l'euphorie, ils se sont dit, il est trop fort, on va dépenser plus, mais si on fait un peu une analyse du marché, on se rend compte que Ounahi, ça ne vaut jamais 45 millions d'euros, et que surtout Angers a besoin d'argent, donc forcément, vous connaissez comment marche un marché dans le football, mais c'était sûr que c'était pas 45 millions d'euros. Après, 8 millions plus de bonus, je pense que c'est vraiment un gros coup de la part de Longoria, c'est une très très belle chose. En plus, Ounahi, il a changé d'agent, je crois que maintenant il est conseillé par Mehdi Benatia et par Samir Nasri, il me semble. Donc voilà, je pense qu'il a été beaucoup mieux conseillé et c'est une très bonne chose de le voir arriver à Marseille. J'ai hâte de le voir, comment il va évoluer. Est-ce qu'il va évoluer à côté de Verretou à la place de Rongier? Même si Rongier sur les derniers matchs, franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Est-ce qu'il va évoluer un peu plus haut derrière l'attaquant? Ça m'étonnerait parce que maintenant il y a Malinowski et Alexis Sanchez, mais potentiellement il est capable de le faire. Donc on va voir comment ça va se passer du côté de l'Olympique de Marseille. En tout cas, l'Olympique de Marseille, là, franchement, ça mange bien là. Quand on voit il y a 2 ans les événements là, quand ils ont quand ils ont les incidents de la commanderie, je cherchais le nom du centre d'entraînement. Quand on voit comment ça bosse maintenant du côté de Marseille, franchement, ils doivent être très contents les Marseillais. Honnêtement, même si je suis un supporter lyonnais, comme la plupart de vous le savez, je suis content pour vous. Moi, j'ai aucune jalousie avec Marseille, j'ai jamais eu de problème avec Marseille, honnêtement, donc. Voilà, c'est une très bonne chose et si ça peut apporter une vraie concurrence au PSG et un peu plus d'attractivité pour le championnat français, que ça peut apporter également, peut-être plus de droits télé parce que plus il y a de bons joueurs, plus les annonceurs vont vouloir payer plus, donc plus les droits télé vont être rapatriés de bonne façon, donc répertoriés de bonne façon, pardon. Donc voilà, très très bonne chose pour l'Olympique de Marseille et cette fin de championnat s'annonce plutôt haletante du côté de la Canebière. 7e transfert, on va parler de Marcel Sabitzer qui est arrivé du côté de Manchester United. Je suis très content de ce transfert. Malheureusement du côté du Bayern, il n'a pas forcément réussi à s'acclimater parfaitement. Alors pourtant il retrouvait Nagelsmann. Il a quitté en même temps que Nagelsmann Leipzig pour aller au Bayern. Donc on s'attendait à ce que ça marche plutôt bien. Et bon, c'est un système qui lui allait peut-être un peu moins du côté de Leipzig. Il jouait plutôt dans un 3-5-2 de mémoire. Là il était plutôt en double pivot à côté de Joshua Kimmich, qui n'est pas forcément le défenseur le plus défensif et qui a le plus gros abattage. Donc c'est vrai que peut-être que Sabitzer était un peu en difficulté par rapport à son binôme et surtout la comparaison avec Goretzka est assez marquante et ne fait pas forcément très très honneur à Marcel Sabitzer du côté du Bayern. Mais en tout cas, moi je suis content de voir Sabitzer arriver à Manchester United. Il arrive en prêt pour l'instant, j'ai pas vu s'il y avait une option d'achat ou pas, mais ça me semble être une bonne pioche, surtout que Eriksen est blessé et ne reviendra pas avant avril minimum. Donc c'est une très bonne chose pour Manchester United. J'ai hâte de le voir devant Casemiro plutôt. Mais je pense que c'est une très très bonne pioche. Ça bosse bien du côté de Manchester dernièrement. Je pensais pas voir ça aussi rapidement. Et franchement, ça fait assez plaisir. Et voilà, dommage pour Sabitzer, parce que franchement, dommage pour Sabitzer pour Bayern, parce que moi je trouvais que c'était une très bonne recrue. Il a pas apporté, mais ça reste un excellent joueur et j'ai hâte de le voir en première ligue. Je pense qu'il a le profil pour s'amuser comme je l'ai dit, dans la tactique de Ten Hag, Ten Hag, maintenant on dit. On a toujours dit Ten Hag, mais maintenant on la prononce à
à la néerlandaise. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour Marcel Sabitzer du côté de Manchester United. On va parler maintenant de Cody Gakpo, donc on va le prononcer également à la néerlandaise. Je crois que ça se dit Harpo. Du côté de Liverpool, lui, ça s'est fait vraiment tout au début du mercato, presque même avant la date. Il me semble que ça s'est fait quelques jours après la Coupe du Monde. Il arrive à Liverpool, qui avait pas mal de blessés dans ce domaine de jeu, avec Luis Diaz et également avec Diogo Jota. Et c'est une très bonne recrue pour Liverpool. Là, Liverpool malheureusement est un peu en difficulté, donc on n'arrive pas forcément à avoir les cahiers du Trakpo, même si franchement le peu que j'ai vu de Liverpool, je vous avoue là qu'en janvier j'ai pas forcément regardé Liverpool énormément, mais de ce que j'ai vu, c'était pas non plus chaotique pour Harpo, mais c'est un joueur qui est très polyvalent, qui est capable de jouer 10, comme il l'a fait notamment en sélection, qui est capable de jouer devant. Alors peut-être pas en 9 seul, donc je le vois peut-être plus être 9 avec un joueur juste à côté. Dites-moi en commentaire si je me trompe. C'est un joueur qui est très polyvalent, ça c'est une certitude, qui avait fait une très bonne Coupe du Monde, donc je pense que c'est une bonne chose de voir du côté de Liverpool, même si Liverpool actuellement ça va pas bien. Est-ce que Jürgen Klopp faut qu'il parte? Est-ce qu'il a perdu son vestiaire? Moi j'avoue avoir du mal à penser ça, parce que Jürgen Klopp c'est un de mes entraîneurs préférés, si c'était mon entraîneur préféré, donc j'ai du mal à être critique envers lui, honnêtement. Mais en tout cas ça va pas du côté de Liverpool, mais je pense que Harpo c'était vraiment une très bonne recrue. J'espère qu'il va réussir à briller malgré ce contexte qui n'est pas forcément le plus favorable, mais en tout cas je trouve que c'était vraiment une très très belle recrue de Cody Harpo. Il me reste 2 transferts, c'est peut-être des noms qui sont un peu moins ronronnants, mais j'avais envie d'en parler, notamment même si lui, pour le coup, je pense que ça reste un nom qui est plutôt ronronnant, mais Memphis Depay qui signe à l'Atlético de Madrid pour 20 millions d'euros, c'est surprenant. Je crois que c'est le mot. Après, en sélection, il a souvent joué avec des équipes qui jouaient plutôt bloc bas et qui savaient subir. Lui, ça le dérange pas forcément, du moment que je pense qu'il est plutôt exempté de repli défensif, dirons-nous. Mais je suis surpris de le voir arriver à l'Atlético, et je voulais parler un peu de Memphis parce que comme je l'ai dit, je suis supporter lyonnais. Memphis nous a beaucoup apporté et je comprenais pas forcément son arrivée à Barcelone. Je pensais que, même si c'est à l'époque quand il arrivait, c'était Koeman qui avait forcément eu une importance sur son arrivée, et qui Koeman le mettait vraiment en avant en sélection, donc on se disait que peut-être côté de Barcelone ça pourrait aller. Malheureusement Koeman est parti peut-être 2-3 mois après l'arrivée de Memphis, et c'est vrai que Memphis le voir arriver à l'Atlético de Madrid, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir, et je suis assez dubitatif sur sa réussite, pour être très honnête. Enfin, en tout cas, tant que Simeone est là, je suis dubitatif. Après, s'il part et que c'est un autre entraîneur qui arrive, que ce soit notamment les noms qui reviennent, c'est peut-être Luis Enrique ou Thomas Tuchel, donc dans un football complètement différent. Pourquoi pas? Mais je trouve que Memphis Depay, là, ça devient... On pouvait quand même s'attendre à une carrière qui est beaucoup plus belle. Je me souviens quand il a quitté le PSV et qu'il arrive à Manchester United, on s'attendait à un vrai crack. Malheureusement, ça n'a pas marché à Manchester. Il est arrivé à Lyon, où je me rappelle, quand il est arrivé à Lyon, on se disait mais pourquoi on recrute Memphis, 18 millions d'euros, certes il y a du talent, mais c'est un flop. Bon, finalement, il s'est bien relancé du côté de l'Olympique Lyonnais, même si les premiers mois n'ont pas été si simples. Mais franchement, il a énormément apporté. Il retourne dans un grand club, en l'occurrence le Barça, et ça marche pas. Donc franchement, c'est dommage pour Memphis. J'espère que ça marchera pour lui du côté de l'Atlético de Madrid. C'est presque sa dernière chance, j'ai envie de dire, à son âge. Il a 29 ans, je crois, de mémoire. Donc on va voir comment ça va se passer pour Memphis, mais c'est un transfert qui est plutôt surprenant. Et le dernier transfert dans cette vidéo, c'est un joueur qui est peut-être moins connu, mais qui me semble assez intéressant. C'est Anthony Gordon qui signe à Newcastle pour 46 millions d'euros, qui est un jeune prospect anglais, c'est un 2001 je crois de mémoire. Et en fait Anthony Gordon, c'est un joueur qui me semble très intéressant, qui a réussi à briller dans cette équipe d'Everton qui ne va pas bien du tout en première ligue. Qui a certes, si on regarde d'un point de vue statistique, je crois qu'il a marqué peut-être que 3 buts en 16 matchs, mais c'est un joueur qui est très percutant, qui est capable de jouer sur les deux ailes. Il a même joué en pointe du côté d'Everton. Je pense que c'est pas l'endroit où il est le plus à l'aise, certes, mais en tout cas il a joué en pointe. Et du côté droit là, avec je pense qu'il va apporter quelque chose de complètement différent de ce que pouvait apporter notamment Almiron sur le côté. C'est une très bonne pioche. 46 millions d'euros, ça me semble pas élevé, dans le sens où on connaît un peu le prisme de joueurs anglais qui part d'un club anglais à un autre club anglais.
le montant pouvait avoisiner d'une plus grosse somme, même si c'est vrai qu'Everton est un peu apparemment a des soucis financiers. Donc on va voir comment ça va se passer pour Anthony Gordon, mais voilà, je voulais finir un peu avec un joueur un peu différent de ce que vous pouvez entendre, et parce que moi je trouve que c'est un transfert qui est vraiment très intéressant. Ça reste une somme d'argent qui est plutôt conséquente, donc voilà, je voulais clôturer cette vidéo en parlant de Anthony Gordon à Newcastle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors j'ai préparé la vidéo hier, et quand j'ai préparé les vidéos, il y avait un transfert qui devait se faire, c'est Hakim Ziyech au PSG. J'aurais pu également parler de Terem Moffi du côté de l'OGC Nice, qui est quand même un gros transfert pour les Aiglons, qui est une très belle chose. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu passer ce tweet là de l'équipe du soir disant, enfin voilà, je vous mets le tweet. Franchement, je vais rester poli, mais faut pas s'étonner si la culture chez certains, si la culture foot chez certains fans du foot français est aussi peu élevée, parce que franchement, quand on voit ce genre de débat complètement ridicule, on comprend pourquoi. Enfin, c'est l'équipe du soir. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours été très critique envers eux. Ils font leur travail, certes, hein, mais franchement. Le niveau de débat est vraiment faible. Enfin bref, il y a eu deux transferts moi qui me plaisent beaucoup du côté du RC Lens également, Fulgini et Thomasson, qui sont deux joueurs que j'aime beaucoup, donc je suis très content de les voir, arriver du côté de l'Artois. Et Andy Delors du côté de Nantes, qui est lui plutôt surprenant, et ouais, en tout cas, on va voir comment ça va se passer du côté de Nantes. Donc voilà. En tout cas, s'il y a des transferts qui vous ont marqué, que vous avez envie de parler, n'hésitez pas à m'en jeter un mot en commentaire, on en discute ensemble avec grand plaisir. Très clairement, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup discuter avec vous en commentaire, donc franchement c'est fait pour ça, n'hésitez pas, du moment que c'est dans la bienveillance, c'est avec grand plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt, peut-être fin de semaine, mais franchement la vidéo que je suis en train de faire me demande beaucoup de travail. Donc je pense qu'elle sortira plutôt lundi ou mardi. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!